Los Angeles. C'est ici, dans la ville de tous les possibles, que le concept de l'Hyperloop a vu le jour. Ce train propulsé dans un tube sous vide pourrait un jour nous faire voyager en des temps records. À l'origine du concept, le milliardaire Elon Musk. L'homme qui a bâti sa fortune en investissant sur Internet, construit aujourd'hui des voitures électriques et des fusées pour l'aérospatiale privée. Souhaitant confier à d'autres la réalisation de l'Hyperloop, il lance en 2015 un concours ouvert aux étudiants du monde entier. Les candidats ont 1 année pour travailler à la réalisation d'un prototype. So what this is really intended to do is to encourage innovation in transport technology, to get people excited about new forms of transport, things that may be completely different from what we see today, but to really just get people to innovate and think about doing things in a way that's not just a repeat of the past, but to explore the boundaries of physics. I think it's ultimately going to be something that inspires the world and results in real transportation technologies that help people's lives and make them better. Once again, congrats to everyone. I'm amazed at what the student teams have done. Really has blown my mind, and may the best team win. Si l'idée de ce train peut sembler futuriste, elle s'inspire d'un système très ancien, la poste pneumatique. Celle-ci servait autrefois à l'acheminement rapide de télégrammes et de plis importants. À New York, un immense réseau de tubes en acier parcourait les différents quartiers de la ville. Certains bâtiments étaient même équipés d'un système propre qui permettait d'acheminer des documents d'un étage à un autre. Les plis voyageaient dans des boîtes cylindriques propulsées par pression d'air et dont la vitesse pouvait atteindre 40 km/h. Un système encore fonctionnel de nos jours. Parfaitement ajustée au diamètre du tube, la boîte glisse sans laisser passer d'air. À l'avant de la boîte, l'air est aspiré. Un principe dont s'inspire l'Hyperloop. La capsule voyagerait elle aussi dans un tube quasiment vide d'air. Dans le vide partiel, la capsule ne serait soumise à aucune friction et aucune résistance ralentissant sa course. Comme dans un avion, les passagers voyageraient dans une cabine pressurisée permettant de compenser la faible pression de l'air. Sans quoi, ils ne pourraient pas respirer. La faible résistance de l'air permettrait à l'Hyperloop de voyager à des vitesses records. Filant à 1200 km/h, il pourrait relier Paris à Berlin en 1 heure environ. En théorie, du moins. Dirk Alborn est convaincu de la faisabilité du projet. Ce projet est une chance unique de développer un mode de transport en phase avec notre époque. Et pour cela, on pourrait recourir à tout un panel de technologies déjà existantes. Vu tout le temps qu'on perd dans les transports, la voiture, le train, l'avion, je pense qu'on pourrait se tourner vers d'autres façons de voyager bien plus satisfaisantes. Il y a quelques années, Dirk Alborn a créé une société à Los Angeles. Comme lui, d'autres créateurs de start-up travaillent aujourd'hui à la mise en œuvre du projet Hyperloop. Mais pour concrétiser leurs idées, tous ont besoin de financeurs. Pour présenter leur concept à de potentiels investisseurs, les ingénieurs recourent à des modélisations et les initient aux principes de base du magnétisme. Car de la force du champ magnétique dépendent 2 éléments clés de l'Hyperloop. Dotée d'aimants fixés sur sa partie inférieure, la capsule peut flotter et être propulsée. En frôlant le dessus du sol du tube, les aimants créent dans la surface du tube un second champ magnétique. Chacun des 2 champs magnétiques est constitué d'un pôle nord et d'un pôle sud. Les 2 pôles sud placés face à face assurent un effet de répulsion et de lévitation de la capsule. Une lame d'aluminium permet la propulsion de la capsule. Elle coulisse entre 2 rangées d'électroaimants qui, alimentés par un courant alternatif,
génère un nouveau champ magnétique. Les électroaimants repoussent ainsi la capsule vers l'avant et jouent le rôle d'accélérateur. C'est ainsi que la capsule peut se déplacer vers l'avant. L'homme a toujours élaboré des concepts pour se déplacer le plus rapidement possible. Le rêve, ce serait par exemple d'aller dîner un soir en Australie et de rentrer chez soi dans la foulée. On voudrait aller d'un endroit à un autre de la planète en un rien de temps, comme si la planète rétrécissait. Mais c'est un rêve que l'homme n'a pas encore concrétisé. Un rêve que poursuivait déjà l'inventeur Eli Beach en 1867. Il veut construire à New York une navette souterraine qui glisserait dans un tube grâce à la pression de l'air. Mais la municipalité n'autorise la construction de ce système que pour l'acheminement du courrier. En secret, Eli Beach et son équipe poursuivent la fabrication d'une navette destinée à des voyageurs. L'inventeur veut démontrer que son système fonctionne. La ville s'y oppose malgré tout et mise sur un mode de déplacement alors en plein développement, le chemin de fer. Un siècle durant, le train s'impose comme le plus important moyen de transport des pays occidentaux. Mais sa mise en œuvre est coûteuse. Il faut aménager des voies, des rails, des signalisations, des postes d'aiguillage ainsi que des gares. L'investissement n'est rentable que sur le long terme. Les gares ont joué un rôle central dans la composition de l'espace urbain. Elles concentrent l'activité de la plupart des grandes villes autour d'elles. Les réaménager serait loin d'être aisé. Dans les régions pauvres en infrastructures de transport, l'Hyperloop permettrait de réduire considérablement les temps de trajet. Aujourd'hui, une seule route traversant le désert permet de relier San Francisco à Los Angeles. Le voyage en voiture dure environ 6 heures. L'avion est la seule alternative. Avec l'Hyperloop, il ne faudrait plus que 36 minutes pour arriver à destination. Et c'est dans le ciel que le train supersonique puiserait son énergie. Des cellules photovoltaïques, placées sur le toit du tube, alimenteraient la capsule en électricité. L'énergie utilisée pour le freinage serait également stockée. Le système ne fonctionnerait qu'avec des énergies vertes. Bien sûr parce que nous souhaitons préserver l'environnement, mais pas seulement. Je pense que c'est justement en optimisant l'usage des énergies alternatives qu'on peut en tirer le profit maximum pour soi-même. Dans le cas de l'Hyperloop, des cellules photovoltaïques seraient disposées sur toute la longueur du tube afin de l'alimenter en électricité. Rien qu'en Californie, ces cellules permettraient de couvrir tous les besoins énergétiques du système. Et en complément, on pourrait également recourir à l'énergie éolienne et cinétique. Cela abaisserait les coûts d'exploitation à un niveau très bas, ce qui nous permettrait à terme de devenir rentable. L'Hyperloop présente une technologie qui serait aujourd'hui réalisable. Mais par le passé, on a vu le cas de beaucoup d'autres innovations technologiques qui auraient pu, elles aussi, être développées. En Allemagne, par exemple, avec le Transrapid. Il n'était pas aussi rapide que l'Hyperloop, mais sa technologie était au point. Et pourtant, on voit comment ça s'est terminé. Das neue Verkehrssystem Magnetbahn Transrapid. En 1985, une ligne d'essai est mise en service au nord-ouest de l'Allemagne. Le Transrapid ne voyage pas dans un tube sous vide, mais recourt à la même technologie que l'Hyperloop, la sustentation magnétique. Avec une vitesse de 412 km/h, il est plus rapide que l'actuel ICE, le train à grande vitesse allemand. D'emblée, le projet divise la classe politique. Ses opposants ne voient pas l'intérêt de construire un train nécessitant une infrastructure propre et dont la construction engagerait des sommes colossales. Pour ses partisans, il serait une vitrine de la technologie allemande. Mais peu de dirigeants politiques osent se lancer dans l'aventure. Le 22 septembre 2006,
une rame du Transrapide percute un véhicule de maintenance présent sur la voie. L'accident fait 23 morts et 10 blessés. Aujourd'hui, l'ancienne ligne d'essai n'est plus qu'une ruine. Si le Transrapide n'attire plus d'investisseurs en Allemagne depuis l'accident, il fonctionne avec succès sur une nouvelle ligne ouverte à Shanghai en 2002. Le Transrapide était pour ainsi dire en avance sur son temps. Il incarnait une technologie de pointe, mais son accident a été vécu comme une honte. Mais lorsqu'on fait des erreurs, on devrait plutôt en tirer des leçons pour pouvoir continuer à avancer. Et en Allemagne, c'est quelque chose que l'on ne sait pas bien faire. Nous avons toujours tendance à avoir honte de nos échecs, et d'après moi, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on peut améliorer un produit. Autre défi majeur, la vitesse. L'organisme humain peut-il supporter de voyager à 1200 km/h? Aujourd'hui déjà, les pilotes de chasse sont capables d'atteindre des vitesses de vol frôlant les 3000 km/h. Pour protéger leur organisme mis à rude épreuve, ils suivent un entraînement régulier et portent une combinaison spéciale. Le danger ne vient cependant pas de la vitesse, mais de l'accélération et du freinage de l'appareil. Le décollage et la descente sont particulièrement éprouvants pour le corps. À bord de l'Hyperloop, l'organisme ne serait pas soumis à ces contraintes. La capsule accélérerait progressivement pour atteindre sa vitesse de croisière. Les passagers éprouveraient probablement la même sensation qu'en avion, mais un temps d'adaptation serait nécessaire, notamment en raison du vide d'air. Ici, à Toulouse, la technologie de pointe est en première ligne. En tant que métropole French Tech, la ville encourage l'entrepreneuriat et accompagne les projets de start-up innovantes. Elle doit prochainement accueillir un centre de recherche destiné à promouvoir le développement de l'Hyperloop en Europe. L'Europe est intéressante dans la mesure où les distances y sont plus courtes. Le système Hyperloop serait très bien adapté à des trajets compris entre 40 minutes et 1 heure. Et puis, dans un contexte où l'unité européenne vacille un peu, réfléchir à la façon dont on pourrait rapprocher les gens a son utilité. L'implantation du futur centre de recherche dans la Ville Rose a fait l'objet d'un contrat entre Dirk-Alborn et la municipalité. Mais pour l'heure, la viabilité du projet reste encore à démontrer. On ignore également si l'entrepreneur prévoit la construction de lignes Hyperloop en France. Pour qu'une ville comme Paris puisse tirer avantage d'un tel système, il faudrait que la gare Hyperloop puisse être facilement accessible. Mais les grandes villes présentent presque toutes le même cas de figure. Elles disposent déjà d'une gare centrale et les axes routiers desservant leur périphérie sont régulièrement saturés. Si nous construisons une ligne qui permet par exemple de relier Los Angeles à San Francisco en 36 minutes, ou bien Paris à Berlin en un peu plus d'1 heure, mais qu'il faut 1h30 pour accéder à la gare, ça n'aura pas grand intérêt. Si les TGV français disposent de leur propre ligne de chemin de fer, les trains à grande vitesse allemands empruntent le même réseau que les trains de marchandises et les trains régionaux. Le retard d'un train régional peut avoir des répercussions sur l'ensemble du réseau. Les travaux sur les voies et les horaires rapprochés des trains entraînent un nombre croissant de difficultés. L'extension du réseau ferré coûte déjà des milliards d'euros. Mais construire un tout nouveau système de transport reviendrait encore plus cher. Le problème aujourd'hui, c'est que nous faisons un mauvais usage des infrastructures existantes. On pourrait faire nettement mieux.
notamment dans le domaine des transports en commun. Sachant que certains planchent sur un nouveau mode de transport qui coûterait beaucoup d'argent, qui ne serait rentable qu'à long terme et qui roulerait à des vitesses totalement hypothétiques à ce jour, on se demande pourquoi on ne commence pas par entretenir et améliorer ce qui existe déjà. Il arrive parfois qu'une infrastructure soit détruite de façon délibérée. Aux États-Unis, c'est Los Angeles qui recense le plus d'embouteillages. Sur les 18 millions d'habitants que compte la ville, la moitié se déplace chaque jour en voiture. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jusque dans les années 1950, le tramway de Los Angeles est un moyen de transport populaire. Les tickets sont bon marché et le réseau bien desservi. À quoi bon mettre de l'argent dans une voiture ? Mais en 1961, le tramway de la Long Beach Line effectue son dernier voyage. Ceux que l'on nommait affectueusement les Red Cars circulaient dans la ville depuis 1901. Ils disparaîtront peu à peu suite au rachat du réseau par un consortium privé. Mais celui-ci n'a aucunement l'intention de l'exploiter et démantèle l'ensemble du réseau. Le consortium regroupe des constructeurs automobiles, des magnats du pétrole et des fabricants de pneus. Privés du tramway, une grande partie de la population de Los Angeles se rabat sur l'achat d'une voiture qui, depuis, y règne en maître. Il faut bien étudier les problèmes spécifiques à chaque ville, ainsi que le profil des populations qui y vivent. Il peut y avoir de très grandes différences d'une ville à l'autre, même en Allemagne. Mais parmi les paramètres que nous partageons, il y a bien sûr les transports en commun et les transports individuels. Comment nous déplacerons-nous dans les 50 prochaines années? L'idée n'est pas forcément que nous abandonnions tous un jour nos voitures pour rouler uniquement avec les transports en commun. L'avenir des villes ne dépend pas d'un modèle unique qui vaudrait pour tous. Pour se déplacer dans le futur, l'Hyperloop ne serait donc qu'une solution parmi d'autres. Il ne permettrait de relier que certaines destinations et ne remplacerait aucun des autres modes de transport. Il représenterait simplement une offre de transport supplémentaire, destinée à une génération de voyageurs mobiles et connectés. Pour certains, il y aurait là un nouveau marché à prendre. L'idée, tirer profit du temps que les voyageurs passent dans l'Hyperloop. Le concept du titre de transport a été inventé au XVIIIe siècle. Quelqu'un s'est dit que ce serait la meilleure façon de gagner de l'argent. Mais je pense qu'il existe aujourd'hui de meilleures alternatives. Dans l'Hyperloop, par exemple, il n'y a pas de fenêtre. Il faut donc imaginer un moyen créant l'illusion des fenêtres. Mais avec une fenêtre virtuelle, on n'est pas obligé de montrer un paysage. On peut très bien montrer tout autre chose et proposer aux voyageurs une expérience différente. Par exemple, le plonger dans l'univers de Jurassic World ou de Game of Thrones. Pour le voyageur, c'est une expérience. Et pour le transporteur, un moyen de gagner de l'argent. On aurait là un nouveau support qui permettrait de vivre une expérience différente avec des contenus innovants. Ce serait aussi une nouvelle façon de raconter des histoires.